Ça, c'est une photo de Malraux. C'est un snapshot, un instantané, et pas une pose, parce qu'il n'en faisait plus à l'époque, des portraits posés des femmes. Et la photo qui me dit avec beaucoup de malignité au téléphone, je me rappelle, il me disait, tu vas avoir la photo que j'ai faite c'était après la fête chez Max Ernst à Wim. Le lendemain, on était dans la cour et ils jouaient aux boules, là, les hommes. Et Manré disait, j'ai trouvé le trapé très bien. Alors je fais un dessin d'après le trapé et tu l'auras. À la recherche d'Unica Thurn par Isabelle Rèbre et Gaël Gillon. Et ça, c'est le faire-part qui est paru à l'époque. Enfin, l'annonce, tout simplement. L'annonce dans le Nouvel Observateur. Voilà, de 71, 30. Unica Thurn qui fut qui fut l'amie de Bellemare. Bon, c'est le Nouvel Observateur. Et donc... Et de belle-mère et des surréalistes s'est suicidé l'an dernier, après de longs séjours en clinique psychiatrique. L'homme Jasmin est le récit transposé de ces séjours. Il avait enfin envoyé une énorme couronne. Je te suivrai, mon amour. Puis, entre-temps, je lui avais fait rapport. Oui, alors quel cercueil, quoi. Je dis, mais il ne faut pas de croix. Je dis, je croyais qu'il y avait une croix, je n'avais pas fait attention. Non, il ne faut pas. Alors, ça se passait dans le 20e arrondissement, entre l'hôpital, la petite morgue de l'hôpital, et l'entrepreneur du cimetière. Belle-mère Thurn. C'est une toute petite tombe en marbre noir. Il y a même des fleurs fraîches. Unica 1916-1970 et Hans Bellmer 1902-1975. Mon amour te suivra dans l'éternité. Hans à Unica. Donc quelqu'un vient mettre des fleurs fraîches. Surpris par... Ce que vous entendez là, c'est mon chat qui descend l'escalier. Je vous présente Pacha. Un jour de printemps, alors qu'elle était là, elle m'a dit « j'ai un petit cadeau pour vous ». Alors elle m'a donné des petits objets avec le livre de Jean Brun, le livre sur Charlie Chaplin, le kaléidoscope, donc. Ces bracelets. Et un bracelet et des ciseaux qui sont quelque part dans un coin. La plus grande partie de ma vie, je l'ai passée à dormir, l'autre à attendre un miracle, à méditer sur l'inaccessible. La nuit. Puzzle, puzzle. Puzzle, puzzle. 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 Puzzle, hein. Puzzle. Puzzle. Là, il y a les fameuses photos où Unica se prête vraisemblablement à ce jeu pour faire référence à la phrase de Bellmer, le corps est comparable à une phrase, une habitude à la désarticuler pour se comprendre à travers une série d'anagrammes sans fin, ses contenus véritables. Et on peut voir qu'en fin de compte, avec ce jeu de ficelles, il y a effectivement des plis, des surfaces arrondies qui apparaissent, qui se multiplient.
Comment retrouver la trace d'Unika Zürn, peintre et écrivain, né à Berlin en 1916, puis compagne du peintre Hans Bellmer, parisienne des années 50 jusqu'à sa mort en 1970. Un homme qui l'a connu me répond au téléphone. Il faudra remuer tout ce purin. L'Allemagne et la guerre, la solitude, la misère et la folie. Mais il faut le faire. On ne peut pas parler d'elle sans évoquer le couple qu'elle forma pendant 17 ans avec Bellmer. Leur amour, fou jusqu'à la destruction. Il l'initiera aux anagrammes, et tous deux exploreront la désarticulation de la phrase et du corps jusqu'au non-sens. Et Rose au cœur violet deviendra cœur violet aux a tués. Comment restituer quelque chose de ce que fut sa vie? À travers sa voix, une chanson fredonnée d'un air nonchalant. Je suis si seule, je creuse ma tombe et j'y plante une petite fleur. À travers des photos, avec sa fille à Berlin en 1944, à travers des lettres, celle de novembre 61 où Hans Bellmer prie Henri Michaud de se rendre à Sainte-Anne, prendre la main d'Unika à travers la grille. Retrouver Unika dans la voix d'Anna Schygulla, dans le brouhaha de la rue Mouffetard où elle vécut, dans les souvenirs de Ruth Henry, l'amie et traductrice. Oui, donc il commençait à écrire pour gagner sa vie, short stories, comme nous appelions ça en Allemagne après la guerre. Non, c'était un peu la mode. C'est les Américains qui ont amené ça. Et pratiquement chaque quotidien d'un certain format en Allemagne avait au moins une fois par semaine une short story, une brève nouvelle, enfin une histoire sur sa page de culture. Et Unika a systématiquement gagné sa vie chichement, comme ça, pendant quelques années, pendant qu'elle vivait avec des amis artistes, un homme peintre. Ça, c'était à Berlin? C'est à Berlin. Après la guerre? Après la guerre et après le divorce qui l'a laissée seule. Et c'est là qu'elle a commencé à écrire, enfin intensement, et elle a découvert que c'était sa profession, mais également, un peu plus tard, elle a commencé à dessiner. N'oublions pas, elle avait un double talent. Et donc, c'était pas dit, et ça ne l'avait pas effleuré à ce moment-là d'écrire sur elle-même. Et quelque part, vous écrivez jusqu'en 1949, elle a fait front à la réalité Ouais. Je dirais, je conclus ça d'après le peu ce qu'elle m'a dit, parce qu'elle était extrêmement secrète. Et moi, j'étais extrêmement discrète. Alors, bien qu'on était des amis intimes, on a vraiment parlé un minimum de ces choses personnelles. Il n'y a rien d'autre qu'on peut affirmer en dehors de ces quelques dires. Mais je pense que ce divorce était une énorme rupture. Après, c'était aussi un choc, le choc de la guerre, parce que la guerre à Berlin, avec ses bombardements incessants, pendant 2-3 ans, était quand même aussi une épreuve. Et il a mis au monde son deuxième enfant, le garçon, sous les bombes. Et ça, c'est une chose qu'il n'a jamais vraiment surmontée. Il n'est pas la seule, croyez-moi. Et donc, bon, 49, ça reprenait la paix et un bien-vivre, un bien-être. Et puis, il y avait cette rupture, parce que ça n'allait plus du tout avec son mari. C'est elle qui voulait partir. Alors vous la rencontrez en 59, c'est ça, à la Galerie Cordier, au moment d'une exposition des surréalistes? Oui. Oui, naturellement, c'était... It was bound to happen. Hein? Il fallait que ça arrive, parce que nous étions quand même deux Allemandes dans cette foule, deux Allemandes surréalisantes par le fait que nous étions des épouses, des compagnes, des surréalistes. Et c'était une grande exposition. Cordier, c'était mémorable, c'est dans tous les bouquins. Et Hans avait un objet très érotique, mais on ne peut pas même maintenant parler de tout ça. Mais alors donc, c'était la poupée qui était là. Oui, je pense. Qui était accrochée à des fils. Elle était en haut. Ouais, ouais. Mais il y avait beaucoup de choses très étonnantes. On marchait sur un sable mouvant.
Il y avait quelque chose d'assez remarquable de Meret Oppenheim aussi. Ah, c'est là qu'il y avait le dîner. Oui, je crois que c'est là. Le dîner a été élaboré ici, à cette table où vous êtes assis. C'est vrai, non, parce que Meret racontez un peu qu'est-ce que c'était ce dîner. On va de Hölzgen-auf-Stöckchen, on dit chez nous, on va d'un bois au petit bois, on saute. Et je me rappelle toujours parce qu'elle avait fait un essai semblable à Berne, en Suisse, chez elle. Elle a dit, et il va me falloir ceci et cela, et les huîtres à la place du sexe, et les langoustines. Enfin, on a élaboré tout ça ici, on avait quelques idées, les algues. Et après, c'était en effet... C'était chez Cordier, c'était pas une autre expo. Bon, je n'ai rien re-examiné pour notre occasion. Et donc, vous la rencontrez là? Donc, Unica, je me suis fait montrer qui est Unica Zorn. Bon, elle était avec Bellmer, qu'on connaissait par la photo, naturellement. Je l'avais rencontré une fois, mais il sortait très peu. Donc, les Bellemans, on les voyait beaucoup moins que d'autres. Et je suis allée vers elle en lui disant qui je suis. Et elle était tout de suite contente. Elle avait ce grand sourire qui était devenu très rare plus tard, quand elle me disait... Ah, dann können wir ja Deutsch sprechen, alors nous pouvons parler allemand. Et bon, c'est pas une condition absolue, mais c'était une aide quand même pour un premier contact, parce qu'elle était relativement timide et parlait lentement le français. Toute sa vie, ça n'a pas changé, parce qu'avec Belma à la maison, il parlait toujours allemand. Et avec cette tactique-là, on ne devient jamais très performant. Vous connaissiez le travail de Bellmer depuis quand? Vous aviez entendu parler de la poupée? Les livres, oui. Et il faisait partie quand même des artistes très importants du groupe. Et bien que je rencontrais les autres comme Max Ernst et Man Ray tout le temps, enfin Man Ray très souvent, il habitait pas loin d'ailleurs, mais on se voyait dans des réunions où les Bellmer n'allaient pas. Ils étaient un peu en marge, mais ils vivaient à cette époque dans leur hôtel, là, rue Mouffetard, et Bellmer de toute façon, il n'était pas très social. Unica vivait entièrement dans son univers avec lui. So bleiben wir doch. Now, Master, that's enough. Rose au cœur violet. Se vouer à toi, ô cruel, à toi, couleuvre rose, ô vouloir être cause, couvre-toi, la rue ose, ouvre-toi, ô la sucrée, va au suriel côte-toi, ô l'oiseau crève tour, vilos écœura route, cœur violet osa tuer. En 1957, Hans Bellmer écrit « Le corps est comparable à une phrase qui nous inviterait à la désarticuler afin que se recompose à travers une série d'anagrammes sans fin ses contenus véritables. Plus tard, la phrase est comparable à un corps qui nous inviterait à le désarticuler. La même année, invité à la Revue des Arts, on lui demande « Mais vous n'avez pas parlé de l'authenticité ?» Lui répond « Mais l'authenticité est à la base de tout. » L'authenticité, c'est à la base de tout, n'est-ce pas? De ce que j'appelle la qualité totale. Il faudrait développer d'abord dans l'artiste qui travaille, qui fait quelque chose, et dans le public qui veut subir quelque chose, n'est-ce pas, comme qualité ou comme œuvre d'art. Il faudrait développer le sixième sens, qui d'ailleurs est parfois très bien développé, le sixième sens de l'authenticité. On le sent, mais on ne le sait pas toujours. Notre culture actuelle, surtout en Europe de l'Ouest, est très très compliquée, n'est-ce pas? Elle est surchargée.
Vous ne voyez pas, en effet, pourquoi il n'y aurait pas en nous un sens particulier de la beauté et disons, de la forme. Ah, nous l'avons. Seulement, il a été compliqué, si vous voulez, il a certainement été dégénéré par ce que j'appelle la suralimentation des impressions d'œuvres d'art ou des impressions artistiques qui nous viennent dehors, que ce soit par les journaux, par les expositions, par les revues, par tout, n'est-ce pas? Nous sommes suralimentés, nous sommes un peu fatigués. Je suis certain qu'un enfant, par exemple, a l'essence beaucoup plus simple de la qualité, de l'authenticité d'une œuvre qui a été créée pour exprimer quelque chose. Affaire d'hier, le 1er novembre 64. En me voyant faire mes anagrammes mystérieuses, elle commençait à m'aider un peu dans ses rebuts ou puzzles à résoudre. Jusqu'au jour où elle commençait à en faire elle-même, avec une obstination et une joie fiévreuse, car en effet, il faut une obstination, une ténacité quasi maladive pour réussir. Parfois, je lui fournissais la ligne de départ, par exemple « Das Spielen der Kinder ist streng untersagt ». Les jeux des enfants sont strictement interdits. On trouve ces affiches dans toutes les entrées des maisons berlinoises. Ou bien « La carotte est une racine nutritive ». En un tour de main, Unica avait acquise une telle maîtrise et amplitude. Le livre d'Unica apparu, poème d'anagramme et 10 dessins, sous le titre de Hexentext. En français, je traduirais texte de sorcière. Moi, j'ai écrit un petit texte de présentation où je parle de l'intérêt que l'on porte depuis 1905 au langage des enfants, des médiums et des aliénés, sans y mettre un poids particulier, prenant cette allusion pour de la monnaie absolument courante devant un lecteur moyennement cultivé. Or, il y a 3 ans environ, Unica me disait devant ce passage « Voilà, tu savais donc que je suis une malade mentale. En vérité, je ne le pensais pas. Car d'abord, je ne peux pas perdre mon temps à me demander si l'une ou l'autre des personnes que j'aime et que j'admire présente, même vaguement, des symptômes de troubles mentaux. Je m'en fiche un peu, surtout quand il n'y a rien qui ressemblerait à une explosion gênante d'hystérie ou de manie de persécution, etc. Maintenant, évidemment, à titre rétrospectif, je pourrais vous énumérer un certain nombre de petits symptômes peu inquiétants quand on les prend isolément. Moment-là, le travail de belle-mère, pour le jeune psychiatre que vous étiez, ça devait être, quand vous l'avez découvert, ça devait être un régal. Alors, vous avez le mot juste, un régal. Vous pensez, quand on a 20 ans et quand on voit et quand on... Jean-François Rabin découvre véritablement un artiste aussi étrange, aussi fascinant évidemment que Belle-Mère, qui d'ailleurs expose les organes génitaux, les organes sexuels, avec autant d'impudeur d'une certaine façon, et qui découvre en quelque sorte aussi les limites du corps, ou dépasse les limites du corps en témoignant de tout ce qui, dans l'inconscient et dans la vie psychique, peut bouleverser finalement la représentation d'anatomie corporelle, où il y a tout ce travail de la bisexualité, où on voit des pénis qui traversent et qui surgissent du ventre d'une petite fille prépubère ou impubère, chose folle et aberrante, mais qui témoigne d'une espèce d'androgyne qui surgit comme cela dans la représentation et dans le... Dans le rapport que l'on peut instaurer, le rapport mystérieux que l'on peut instaurer avec une œuvre, on est tout à fait bouleversé. Travail de la bisexualité, travail pervers en quelque sorte, au niveau de toutes les pulsions les plus archaïques, l'oralité destructrice, l'analité, la sexualité hybride et folle, la sexualité transgressive, les fellations, les sodomies, l'accouplement dans tous ces déchirements et dans toutes ces effractions possibles, tout ça évidemment, c'est un spectacle assez impressionnant. Mais bien entendu, et pour moi au fond quand j'étais enfant, parce que c'est quelque chose de l'enfance là aussi qui surgit, n'est-ce pas, chez presque encore un adolescent, au fond c'est quelque chose qui dépassait singulièrement tout ce que j'avais pu éprouver et ressentir
de fascinant, soit dans la lecture d'André Breton. J'avais lu, comme tout le monde à 20 ans, Nadja, ou Les vases communicants, ou L'amour fou. Et déjà Breton, sur le plan du langage, faisait exploser bien des idées reçues, bien des idées apprises, et semblait dépasser dans le surréel quelque chose d'une réalité qu'on a bien entendu envie de parcourir et de dépasser, surtout lorsqu'on a 20 ans. Son père est le premier homme dont elle a fait la connaissance. Une voix profonde, des sourcils en broussailles, bien dessinés au-dessus d'yeux noirs et rieurs, une moustache qui la pique quand il l'embrasse, un parfum de cigarette, de cuir et d'eau de Cologne. Ses bottines craquent, sa ouaille sombre et chaude. Sa tendresse est à la fois violente et comique. Il s'amuse avec la petite chose couchée dans le berceau. Elle l'aime depuis le premier jour. Il est rentré de la guerre quand elle est née. La première impression qu'il lui a faite est profonde et inoubliable. Elle le préfère aux femmes qui l'entourent habituellement. Son parfum, ses mains longues et musclées, sa voix grave. Bientôt, en grandissant, elle remarque avec une douloureuse surprise qu'il n'est presque jamais à la maison. Elle se languit de lui. Il se fait rare. Et qui se fait rare est d'autant plus regretté. De retour après une longue absence, il lui fait un baise-main comme à une vraie dame. Elle se sent infiniment attirée par lui. Chaque fois qu'il quitte la maison, il est nerveux et inquiet. Il revient après des mois bronzé et apaisé. Elle ne sait pas à quoi il passe son temps. Elle connaît l'attirance qui rayonne de ceux qui se font rares et mystérieux. C'est sa première leçon. Qu'elle écrivait beaucoup. Je me souviens surtout de ses dessins qu'elle échangeait avec 2-3 mots amusants contre un paquet de gauloises. Mais comme je vous le disais, on a su très tard que c'était un écrivain et qu'elle a écrit, d'ailleurs, et ont été publiés donc ces 2 grands livres, Sombre printemps et L'homme jasmin, après sa mort, enfin ont été traduits en français en tout cas, par Ruth Henry et Robert Valençay. Ces poèmes, c'est vrai qu'il y avait les Hexentexte, les écritures sorcières, mais en allemand, et moi je ne connaissais pas, je ne crois pas avoir connu l'existence de ces textes avant la mort de Unica. Non, le grand artiste, comme je vous l'expliquais, pour nous à l'époque, c'était Hans Bellmer qui nous fascinait par ce monde assez inouï et assez impressionnant. Par jusqu'où il était allé ? De ces variations de la poupée. C'est ça ce qui vous fascinait, par jusqu'où il allait, qu'est-ce qu'il pouvait traverser ? Alors il y avait l'œuvre, et puis aussi sans doute progressivement pour nous la découverte de l'œuvre. Alors on a su assez tardivement en fait mais parce qu'on n'était pas assez savants sans doute, et parce que Hans Bellmer ne nous l'avait pas dit, on l'a su bien plus tard que les variations d'une mineure articulée étaient parues donc dans le Minotaure, la revue numéro 3 ou 4. Hein. Donc c'est bien plus tard, et en retrouvant cette revue qui était héréditée qu'on a connu au fond les variations d'une mineure articulée. Mais au fond, au tout départ, on ne connaissait pas, et d'ailleurs Bellmer, personne ne connaissait d'ailleurs vraiment Bellmer, très peu de gens. Alors on nous disait que Pompidou achetait les dessins de Bellmer, on nous l'avait dit. Mais seuls des amateurs éclairés comme cela, au fond, pouvaient acquérir à l'époque quelques dessins. De toute façon, ils vendaient ces dessins absolument pas cher. Moi, comme j'étais étudiant complètement fauché, j'en ai jamais eu. D'ailleurs, il m'en avait jamais proposé. Mais une amitié est née quand même néanmoins avec lui, avec Unica, et avec Catherine Binet,
ma première épouse, comme on dit, avec qui j'étais marié à l'époque, donc, et qui s'est passionné absolument pour le couple, et qui a fait un admirable film sur Belle-Mère, et qui est très impressionnant parce que elle part du regard des spectateurs, et elle part effectivement du mouvement d'angoisse et de terreur du spectateur qui découvre l'univers inquiétant, noir, profond, transgressif de Hans Bellmer. Mais Bellmer, vous dites qu'il était important dans le groupe, mais il était très pauvre à l'époque, non? Ben, c'est pas le seul. Hein. Enfin, Maxence a dû attendre aussi très longtemps, avant qu'il ait eu son prix à Venise. Bon, il n'avait pas la crève comme Bellmer, mais Bellmer était vraiment... D'ailleurs, il le m'a dit une fois, c'est venu trop tard, le succès. Mais on ne parlait pas de ça dans cette foule Cordier, naturellement. On échangeait quelques mots, on se promettait de se revoir et on ne se revoyait pas. J'ai revu son œuvre, une exposition à la galerie... Point Cardinal? Point Cardinal, oui. Alors là, il y avait exposition de ses dessins. Des dessins comme ceux-là. Et j'étais fascinée. Et elle était à Sainte-Anne. Pas possible de la voir. À la galerie, on me dit, oui, il est de nouveau. C'est là que j'ai appris, pour la première fois, qu'il y avait nécessité de la faire soigner. À ce moment-là, il y avait des traitements médicamenteux, ou je ne sais pas comment on dit, qui ont évolué depuis. Elle était quand même extrêmement droguée, Unica. Ah oui. Ça, c'est tout à fait vrai. C'était une chose tout à fait tragique. Je pense qu'elle était très mal soignée, Unica Zorn, à l'époque. Les médecins de l'époque lui donnaient des doses considérables de Largactil. C'était l'époque où le Largactil, la chlorpromazine, venait d'être découverte. C'était le premier médicament qui a révolutionné complètement la psychiatrie, puisque c'est ce qu'on appelle un neuroleptique. C'était le premier neuroleptique qui avait été découvert. Et ça a permis de changer complètement, effectivement, les délires, les régressions profondes, les déréalisations de ces grandes psychoses, ces grands malades qui se chronicisaient très vite dans les hôpitaux psychiatriques. Et grâce à l'invention des neuroleptiques, le Largactil, puis ensuite l'allopéridol et l'aldol, il y a eu une véritable révolution. C'est-à-dire que les patients en plein délire se sont arrêtés de délirer relativement vite et ont quitté les hôpitaux psychiatriques ou les cliniques psychiatriques beaucoup plus vite qu'auparavant. Mais ça empêchait le délire, mais ça les détruisait complètement. Alors, en revanche, et je réponds à votre question, effectivement, c'est vrai, on tâtonnait à ces époques, on n'avait pas de neuroleptiques particulièrement adaptés aux différents états mentaux de ces patients. Et Unica Zorn, je crois, en a fait les frais, dans la mesure où on lui a donné des doses excessives, à mon avis, de Largactil à l'époque, et elle était dans ce qu'on appelait une camisole chimique. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'avait plus besoin de vraies camisoles pour empêcher les malades mentaux, les fous, comme on disait, n'est-ce pas, de s'agiter ou de faire n'importe quoi, ou en particulier de s'autodétruire ou de se suicider lors des crises les plus violentes d'agitation, mais ça a été remplacé par une camisole chimique, c'est-à-dire par ces médicaments qui figeaient complètement ces patients. Pourquoi ils les figeaient? Parce que ça provoque un syndrome de type parkinsonien, avec un léger tremblement, mais surtout une raideur des muscles, qui est très important, d'où l'aspect extraordinairement figé et sans capacité, effectivement, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir penser. Il y avait un ralentissement de la capacité de penser de ces patients qui étaient souvent complètement prostrés et presque abrutis, en quelque sorte, si vous voulez, par des doses excessives de médicaments. Avant que, précisément, ensuite, on puisse réduire ces doses et trouver des médicaments neuroleptiques plus adaptés à leur état. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai connu Unica Zorn très figée, précisément, très figée, très malade mentale, très malheureuse,
vivant dans une pauvreté extraordinaire avec Hans Bellmer, parce qu'on a parlé de la rue Mouffetard comme d'un endroit tout à fait étonnant, mais la rue Mouffetard, c'était une petite chambre misérable qui devait faire 10 mètres carrés, qui était absolument horrible, noire et sale, où il y avait un lit par terre, il y avait à peine de quoi dessiner, et Bellmer vivait dans une pauvreté épouvantable. Épouvantable. De temps en temps, j'allais le voir avec des copains, avec un professeur des dessins qui s'appelait Caron à ce moment-là, avec qui j'étais assez lié, et nous allions voir Bellmer en fin de semaine, comme ça, pour aller prendre un verre avec lui, ou dîner dans un petit chinois de la rue Mouffetard, un petit chinois évidemment pas cher, à 10 francs, hein, où on allait tous les quatre échanger quelques idées, parler de la vie de Bellmer et d'Unica à Berlin, et il nous racontait... mais pas sur un mode extrêmement optimiste, hein, pas sur un mode joyeux, mais sur un mode extrêmement triste. On sentait qu'on allait voir le grand artiste maudit, en quelque sorte. J'essaye de retrouver des gens qui auraient connu l'hôtel de l'Espérance. Vous l'avez connu? C'est un hôtel... J'ai entendu ce nom-là. C'était au 88, c'était l'hôtel de l'Espérance. Et qu'est-ce que c'est maintenant? C'est un restaurant, il y a une crêperie. En 88? Ouais. Mais il n'y a plus d'hôtel, là. Non, mais Ah, vous vous non. en souvenez de l'hôtel? Oh, ça remonte à loin, loin, loin. Oh, oui, plus de 30 ans, ouais. Ah, oui. Oh, il y avait beaucoup d'artistes qui allaient là. J'en ai vu beaucoup, il y en a encore qui sont maintenant beaucoup plus âgés, évidemment. Il y a des gens qui passent comme ça. Alors, j'ai connu des artistes, beaucoup ici, mais je ne les vois plus. Tout le monde a disparu, ils sont tous morts autour de moi. Puzzle, puzzle. Ou puzzle, puzzle. 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 Puzzle, hein? Puzzle. Puzzle? Non, Moi, je dis puzzle. 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 Non, ça parle pas. Alors, est-ce que c'est dans le bon sens? Non, c'est l'envers. Ouais. Ne regardez personne, ne levez pas les yeux, de dessus vos pieds, marchez, c'est tout. Elle se lève. Elle aperçoit à quelques pas devant elle un grand porte-manteau noir en fer qui a un air menaçant. Il lui donne l'impression d'une prison. Entrez. Alors elle se tortille en de douloureuses et difficiles contorsions pour pouvoir se faufiler entre ces barreaux noirs jusqu'à l'intérieur. Elle se sent humiliée et honteuse. L'ordre de ne regarder personne lui épargne peut-être la vue des autres qui font un cercle autour d'elle pour la voir. C'est beau, hein? Et là, c'est typique, son dessin d'elle. Hein? C'est énormément de visages. L'exposition était superbe. Et je pense que Henri Michaud a beaucoup participé parce qu'il est allé la voir à cette époque-là, à Sainte-Anne. Ça tombe à cette époque-là, quand il y avait cette exposition. Et c'était la deuxième fois qu'elle était à Sainte-Anne. Et je pense que Michaud est venu déjà la première fois parce qu'il lui a apporté du papier et de l'encre de Chine et des plumes pour qu'elle continue.
Michaud faisait partie de tous ces artistes que Bellemare, pendant 1 ou 2 ans, dont il a fait portrait. Unica en parle à un moment donné, n'est-ce pas, dans son livre. Et ça, c'était intéressant parce qu'il a rencontré là plusieurs personnages qu'elle aimait énormément, mais qui ensuite disparaissaient de sa vie. Mais Michaud est quand même devenu un pilier dans le bâtiment de ses pensées, dans ses désirs aussi. Il prenait, c'était une image lui-même aussi, un symbole pour le fameux homme blanc. Il y a beaucoup de personnages qui sont l'homme blanc, c'est pas si simple. L'homme blanc, dans l'homme Jasmin, l'homme blanc. Il y a aussi, entre autres, Jean-Louis Barrault, qui était quelquefois l'homme blanc, enfin l'homme Jasmin, parce qu'il correspondait à une physionomie qui l'avait impressionné déjà naguère par le film Les Enfants du Paradis, qui était un film culte en Allemagne d'après-guerre. Alors, c'est des choses lointaines qui reviennent. Elle avait une fascination comme ça pour des visages, et ça a commencé par ce visage qu'elle essayait de retrouver après, et qu'elle a cru revoir dans Bellemare d'ailleurs. Quand elle l'a vu, c'était... Absolument. Elle a revu ce visage qui était celui des Enfants du Paradis. On peut donner un code, enfin, des lèvres minces, la bouche large, mais enfin, à quoi bon? C'est quand même, c'est pas un fantôme, mais une idée. On est encore dans l'idée. Et je pense qu'elle vient de loin, parce qu'elle l'a dit d'ailleurs dans Le Sombre Printemps, que dans son enfance déjà, elle a eu cette fascination pour l'homme blanc, l'homme au jasmin. Le 27 septembre 61, cher Henri Michaud, contre votre gré et le mien, vous avez été amené à être le spectateur ou participant involontaire du drame Unica, qui, selon les lettres et dépêches reçues hier soir, semble être entré dans le dernier acte déchirant. Le fait est que depuis plusieurs années, Unica, ne m'aimant plus, a incorporé dans son royaume intérieur des dieux mythologiques, mi-littéraires, mi-personnels. Ernst Kreuder, ré romantique allemand d'après-guerre. Ensuite, parallèlement, Arp et Michaud. À compte-gouttes, le long de ces années, son internement à Wittenau, la lente guérison, depuis le 3 mars chez moi, infirmière de premier ordre tous les jours, médecin neurologue 2 fois par semaine, j'ai fini par saisir, jusqu'à la dernière semaine ici à l'île de Ré, que tout en elle s'est fixé autour de Henri Michaud, sauveur chevalier à travers ses connaissances par les gouffres. Hier, j'étais en train de vous écrire « Ayez pitié, faites comme si ». C'est alors que j'ai reçu le câble « Grave rechute d'Unica, stop, intervention police, stop, enterrement probable, amitié, Bounour ». Je désirerais vous demander une pauvre chose, sachant que vous savez ce qu'une demande pareille peut me coûter. Essayez d'aller voir Unica, de caresser sa main à travers la grille. Elle en sera heureuse. Mais surtout, ne lui dites pas que je vous ai adressé cette prière. Salutations rapides et effrayées, Hans Bellemare. Unica Zürn. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Quand on parlait d'elle comme un vieil enfant, vous disiez... elle était comme un enfant qui ne renonce pas et qui continue d'attendre des choses. C'était quoi ce qu'elle attendait? On pourrait savoir de ce qu'elle attendait en lisant toute son œuvre. Il y a notamment beaucoup de lettres aussi qui ne sont pas traduites.
L'œuvre complète comporte maintenant 8 ou 9 tomes, alors c'est pour vous dire. Aussi ces histoires-là qu'elle a écrites pendant des années pour gagner sa vie. C'est possible, on peut trouver un tas de mots, un tas de clés, mais en vérité, est-ce qu'on sait? Non. Je pense, au-delà d'une vie de femme qu'elle a menée, en guillemets, normalement, qu'elle a aimé ses enfants, son mari, elle aimait beaucoup son mari, son premier mari, mais elle ne supportait pas d'être trompée. C'est la raison pourquoi elle l'a quitté. Elle attendait quoi? Après ça, elle attendait une vie peut-être pure. Elle aimait beaucoup la distance de tout. Et en vérité, toute approche et toute vie avec d'autres était vouée à l'échec, je crains. Et c'est quelqu'un qui avait une chimère d'enfance en soi qui était plus important que le reste. Et je pense qu'elle cherchait toujours la même image qu'elle a eue très petite, très jeune, tout en sachant qu'elle ne trouvera jamais. C'est pour ça, je pense, l'œuvre, enfin, écrire là-dessus, était pour elle l'accomplissement. Parce que le fait qu'elle est partie dans sa mort, juste après savoir maintenant, ça va être dans le monde, accouché, c'est quand même c'est très significatif, qu'elle a tenu le coup jusqu'à là. Et je pense, elle cherchait soi-même, c'est très banal, en le dire comme ça, mais en fin de compte, c'est un terrible travail. Les lettres accompagnent carrément nos efforts. Elle, ses espoirs, et moi, évidemment, tout ce que j'avais, ce que j'essayais, ce que j'entreprenais. Mais c'est devenu des lettres d'amitié plein d'humour et très, quelquefois très espiègles et quelquefois très, très poignantes. Mais c'est l'histoire d'une amitié, en vérité, un peu aussi. Vous voulez regarder? On va regarder, oui. Alors, bon, où est-ce qu'on était là? Ben, c'était bavardage, c'est ce qui se passe. Non? Ouais. On est en visite. Il y a aussi quelques moments plus... histoire d'argent, le chèque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas cas. Montrez-lui le tableau. Moi, j'étais journaliste à l'époque. Je gagnais ma vie, malgré moi, comme correspondant culturel. Alors, elle écrit « J'espère que tu arriveras bientôt », parce qu'elle attendait que je revenais, je ne sais pas de quel voyage, et que tu arrives enfin à te détendre et que tu ne travailles pas trop. Bien qu'on le dise, le travail adoucit la vie, quelle idiotie. Moi, j'adore la paresse, au-delà de tout. Alors, suit un dessin de chat. Ceci n'est pas un chat, c'est une pipe. Hommage à Magritte, naturellement. J'ai commencé ici le 2e tome de L'Homme Jasmin. Alors, elle appelait ça tome. Et j'ai l'impression que ce 2e volume sera le meilleur.
Je lui trouverai à ce livre futur un titre poétique, avec le sous-titre « Vacances à Maison Blanche ». Alors, ça c'est une allusion qu'elle a finalement utilisée plus tard. Non? À la recherche d'un titre poétique, tu pourrais m'assister efficacement, pourvu que tu en as envie. Ce nouveau livre commence avec un journal que j'avais écrit dans la rue de la Plaine. C'était donc déjà à la Nation, etc. Tu vois, on parle que du travail. C'est très important. Ce livre va être plus gros que L'Homme Jasmin, et ce n'est pas vrai. Et je le proposerai à Gallimard. Tu vois, il commence un peu à délirer. C'est une manière qui n'est plus très contrôlée. J'ai pensé aussi à Robert Valençay comme co-traducteur. J'ai raté malheureusement, etc., etc. À l'aérodrome de Tempelhof, ses amis l'attendent, vêtus de noir, de la tête aux pieds. Son grand carton plein de ses dessins sous le bras, elle court vers eux, plein de joie. Et les amis lui diront plus tard « Tu avais l'air d'une folle quand tu t'es précipitée vers nous à travers l'aérodrome. » Et pour la première fois, voilà que l'on a prononcé ce mot devant elle. Elle accepte comme quelque chose d'évident. Il lui plaît ce mot. Folle. Elle est bouleversée de revoir sa ville après une longue absence, comme si elle sentait à présent seulement combien elle aime cette ville de son enfance. Elle sait cette ville est partagée en deux. Situation inquiétante pour une ville. Et elle décide secrètement de la faire renaître dans sa parfaite unité. Et c'est elle qui va enfanter cette ville. Ce désir devient si excessif qu'elle éprouve des douleurs de l'enfantement, les mêmes symptômes qu'à la naissance de ses enfants. Elle ne sait même pas comment il est possible de se sentir enceinte d'une ville tout entière, mais depuis quelques jours, elle a vécu des événements tellement incroyables que ce nouvel état lui paraît presque naturel. C'était quoi son rapport à l'Allemagne? Elle en parlait, vous en parliez? Je crois qu'à un autre endroit, elle parle de sa grande honte d'être allemande. Oui, vaste question. Déjà, dans votre question, il y a une réponse. Elle aussi, elle était de la génération des criminels, non? Alors, avec cela, chaque Allemand vit comme il peut jusqu'à sa tombe. Ça a dû être valable pour elle aussi. Berlin, la question Berlin, c'était sa ville. Elle était tendrement attachée, elle avait une merveilleuse enfance, malgré les ombres, dans le Grunewald. Et elle avait aussi ses souffrances, n'est-ce pas, cette vie sous les bombes et cette guerre. Et comme elle raconte à d'autres endroits dans des lettres, etc., elle avait certaines amies qui étaient victimes de la manière la plus cruelle de l'époque nazie. Et donc, elle a vécu tous les stades. Berlin partagé, après qu'elle a vécu, elle, avant de partir. Ça avait déjà commencé. Enfin, quand elle est retournée à Berlin, c'était partagé. Parce qu'elle est retournée une ou deux fois, très peu. Oui, quand très peu de fois. Et c'était évidemment une grande douleur. C'est une belle image de vouloir accoucher d'une ville si douloureuse. Mais il faut mettre ça aussi un peu sur le compte d'une inspiration non pas raisonnable. Je veux dire, je ne pense pas que c'est une image qu'elle a cherchée et construite. Elle était quelquefois aussi outil de ses obsessions. Et il y en avait pas mal, non?
Et donc il écrivait, je ne dis pas comme sous une dictée, mais c'est certain qu'elle s'approche plutôt de l'écriture automatique. Ce n'est pas quelqu'un qui construisait avec l'ambition d'être littéraire une œuvre. Et encore moins des solutions, des mots-clés. Hanachigula. C'est une œuvre d'art aussi. C'est un protocole de quelque chose qui a été totalement vécu. Et en même temps, c'est aussi une œuvre d'art parce que ce qui est vécu est de l'ordre de la métaphore poétique. Et en ce sens, probablement, les surréalistes ont été impressionnés par cet être, cette façon d'être d'Unica Thurn, aussi tragique que ça a été pour elle. Et que moi, j'en ai tiré la fascination très positive pour le hasard et pour tout ce qui est image, que je vois en tout ce qui est image toujours aussi la métaphore pour autre chose. La réalité, elle est comme ça. La seule maladie là-dedans, le péché là-dedans contre soi-même, qui se retourne après contre soi-même, c'est qu'on se fait absolument le centre de tout dans un état pareil et on se croit omnipotent. C'est bien de croire qu'on est capable de beaucoup plus qu'on n'a jamais essayé de faire. Ça, c'est très créatif, mais on n'est pas omnipotent. Et on n'est pas le centre de tout. Tout ce qui est dit n'est pas seulement dit pour nous. Mais la réalité, elle est hiéroglyphique. C'est une hiéroglyphe, c'est une espèce d'écriture secrète à déchiffrer. Et en ça, l'œuvre de Unica Thurn reste une initiation à cette façon de ressentir les choses très extrêmes, peut-être surtout pour les Allemands, très significatif, parce qu'en allemand, on dit par exemple « Etwas ist wahnsinnig schön ». Wahnsinnig, c'est incroyablement beau, c'est très très beau, wahnsinnig, c'est wahnsinnig gut. Wahnsinnig, ça veut dire fou. Le wahn, c'est la chimère, c'est le fantasme. C'est-à-dire le mot est rentré dans le langage quotidien d'une façon qui est comme un miroir aussi de ce qui s'est passé dans l'histoire d'Allemagne et de ce qui fait la lourdeur, le danger, la profondeur et quelquefois le manque d'humour aussi de cet esprit proprement allemand, s'il y en a. Parce qu'on peut aussi dire que nous sommes quelque part pas si différents qu'on s'efforce à le dire. Das Rausch, das Geflieder, der Schlaf ist aus, Gerede der Flasche steigt aus der Figur, heute sachter als des Geistes Rauch, da der Fels des Auges Adel erfrischt. C'est beau, ça marche en allemand. Pour traduire, c'est une autre histoire, parce que je suis en train d'essayer. On ne peut pas traduire. On peut simplement redonner, on peut essayer de redonner le sens, naturellement, le contenu, dans une forme qui correspond à la poésie,
que dégage l'original. Mais on renonce totalement au travail anagrammatique. Anagrammatique, oui. C'est un univers toujours érotique et violent? Pas forcément. Il y a... Ah oui, évidemment, vous ne les connaissez pas, parce qu'il y a tout un tome dans les œuvres complètes. Et il y en a environ, je crois, 110 ou 109 anagrammes. Il traite tout. Ça peut traiter de la mort, de l'amour. Le mot sexe n'arrive jamais d'ailleurs dans ces textes. Mais ça en parle énormément. Les anagrammes. Ouais. Dans les anagrammes, il y a beaucoup de jeux, non aussi. Et j'allais dire aussi, il y a beaucoup d'humour dans les anagrammes également, parce qu'il y a forcément, il y a aussi le jeu qui est la base de tout, parce qu'il y a une énorme concentration sur un jeu contenu très compliqué. Moi, je ne pourrais pas, je deviendrais folle. D'ailleurs, elle disait quelquefois, c'est les anagrammes, c'est faire les anagrammes. Das Anagramm machen hat mich verrückt gemacht. Il y avait physiquement quelque chose de vrai là-dedans, parce qu'elle en faisait beaucoup dans les vacances. Quand les belles-mères allaient pas loin de La Rochelle, il y avait du soleil, il y avait une lumière intense, elle aimait la mer. Et il y avait 6 heures, des heures où il se concentrait sur ses travaux. Elle m'a dit une fois, je crois, j'ai exagéré là et ça m'a physiquement... je me suis surmenée d'une manière très étrange. Affaire d'hier, le 25 octobre 64. La solitude chez Unica implique quand même un grand danger, l'ennui. Que l'aventure soit sentimentale ou non, elle sera cherchée, même si cela était dans une nouvelle crise aiguë de schizophrénie. Je me permets de la citer textuellement. Ce n'est pas le malheur que je crains, c'est le bonheur qui me fait peur. Quant à son premier enterrement à Berlin, elle me disait, sans tenir compte des affres de la douleur, de l'angoisse, de l'emprisonnement, etc., c'était la plus merveilleuse aventure de ma vie. Quand, il y a 3 ou 4 ans, à l'île de Ré, elle cessait soudain à dessiner, pour commencer, à ma terreur, à écrire cette aventure de Berlin-Wittenau, elle est allée 2 semaines après, tout droit à Paris, pour se faire interner d'office à Sainte-Anne. C'était ce qu'on appelle, je crois, donner reviviscence à une maladie appartenant au passé. Maintenant, quelques jours après son installation rue Jacob, elle me disait « J'en ai assez de dessiner ou de peindre. Je commence à écrire. » Quoi ? Réponse « Eh bien, ce que j'ai vu et vécu à La Rochelle. » J'ai seulement fait une moue pour faire signe de ma désapprobation. Vous en a-t-elle parlé ? J'espère vivement qu'elle ait abandonné cette idée. En plus, elle veut écrire cela en français, ce qui supposerait le concours d'un écrivain français pour corriger ses fautes d'orthographe et de grammaire. Unica n'est pas une nature violente comme Leonora Carrington. Cette dernière a pu, je pense, se débarrasser du venin en le décrivant. Unica s'y replonge, etc., etc. Sincèrement à vous, belle-mère. Et elle, malgré cette camisole chimique, elle arrivait quand même à écrire. Ah, ça, je ne peux pas le savoir, je ne le sais pas. Je pense qu'elle n'écrivait pas beaucoup, qu'à cette époque en particulier, quand elle était complètement inhibée, réfrénée quant à ses capacités idéiques, comme disaient les psychiatres de l'époque. Je pense qu'elle ne faisait pas grand-chose. Elle était dans la pragmatisme. En fait, elle luttait contre le pragmatisme. Alors, au fond, c'est vrai que c'est pour cela que, si vous voulez, la découverte de son écriture, la découverte de ses romans, ça a été pour nous, après coup, comme une renaissance. Unica était vivante, Unica était ressuscitée, Unica avait une vie psychique. Elle avait des impressions qui n'étaient pas simplement des impressions de malade mentale, elle avait tout un discours poétique. Et du coup... on a été évidemment, on s'en est voulu en quelque sorte de passer à côté d'une femme écrivain et d'une femme poète de cette qualité
sans que nous ayons pu vraiment parler avec elle. Mais pourtant, il y avait eu l'exposition au Point Cardinal, il y avait eu pas mal d'expositions d'elle. Hein. Donc elle était quand même reconnue au milieu des surréalistes, Max Ernst, Michel Leiris, et tout ça, elle était vivante encore à ce moment-là. Et vous, les psychiatres, vous ignoriez ça? Alors, je ne peux pas répondre pour les psychiatres parce que, après l'avoir connue pendant 3 semaines, à la clinique de Sainte-Anne, je l'ai revue à titre amical, ainsi que Hans Bellmer, donc, et en particulier lors de cette exposition du Point Cardinal dont vous parlez. Bellmer m'avait invité à voir l'œuvre gravée de Max Ernst, qui faisait, lui, une exposition à cette époque. Et puis, c'est vrai que 6 mois ou 1 an plus tard, je crois, d'après mon souvenir, il faudrait vérifier, Unica Zurn, dans une petite pièce, peut-être d'ailleurs était-ce en même temps, finalement, il faudrait donc voir exactement ce qui s'est passé, dans une pièce annexe, avait effectivement exposé des encres qu'elle avait déchirées. Et je me souviens que Tristan Tzara, justement, était arrivé et avait félicité Unica Zurn d'avoir déchiré et recollé ses dessins, comme si quelque chose de la folie était, ou de l'explosivité, ou de la destruction, en tout cas de la destructivité, était incluse en quelque sorte dans l'œuvre d'art. Donc vous avez raison, c'est vrai, Unica Zurn était connue par Max Ernst, par Tristan Tzara, comme non seulement la compagne de Hans Bellmer, mais comme quelqu'un qui exposait, qui était une artiste, etc. Alors nous les psychiatres, moi j'étais plus psychiatre à cette époque-là, moi d'abord j'étais pas psychiatre, j'étais étudiant en 3e année de médecine, j'étais pas encore psychiatre, et j'avais plutôt des relations de réalité et très amicales donc avec ce couple inouï, étrange et inquiétant, unheimlich, pour parler en allemand comme eux, familier et non familier, étrangement familier. Unheimlich est un texte de Freud qui montre combien quelque chose là est semblable à soi et en même temps très éloigné, et quelque chose donc de fascinant et d'étrange qui revient dans la vie psychique et qui fait en quelque sorte qu'on est accroché à un objet que l'on ne peut pas oublier. Et peut-être que d'une certaine façon, au fond, vous voyez, c'est une façon de vous dire que je n'ai jamais oublié ce couple et que, en plus de l'amitié sans doute, il y avait, que j'éprouvais pour eux, il y avait surtout, à cette époque et encore maintenant, une immense fascination et une très grande admiration, en tout cas vis-à-vis de l'œuvre de Bellmer, au plus près de la chose inconsciente, au plus près de l'activité psychique qui, après, en tant que psychiatre, et puis ensuite en tant que psychanalyste, est devenue évidemment une passion personnelle et individuelle. J'habitais avant rue Saint-Blaise et j'allais donc à pied les voir pratiquement tous les jours depuis 69. Joseph Nozarzewski. En fait, vous les avez rencontrés parce que vous travailliez à l'époque à la Riboisière. Voilà, c'est ça. Je travaillais à la Riboisière en tant que kinésithérapeute et donc Bellmer étant malade, on a eu l'occasion de se voir donc après poursuivre son traitement en kinésithérapie. Et donc là, j'ai connu Unica en même temps, bien sûr. Lui, il était paralysé. Il avait quoi? Il avait eu une attaque? Il avait une hémiplégie à gauche, donc la paralysie des bras et de la jambe, ce qui fait qu'il avait quand même la main droite libre, ce qui lui permettait de continuer à dessiner, d'écrire un petit peu, et donc de vivre. Ce qu'il faut savoir aussi en neurologie, c'est que quand on a on n'est pas touché du côté droit, ça veut dire que on a conservé pour un droitier l'élocution, c'est-à-dire la possibilité de lire, d'écrire et ne pas avoir de troubles de la parole. C'est ce qu'on appelle une aphasie. Donc ça n'a, en dehors de son déficit moteur, qui est bien sûr bien lourd,
ça ne l'a pas gêné de continuer de dessiner d'une main et de s'exprimer et de parler donc, avec tout le monde. C'est quand même un énorme avantage quand même. Hein. Voilà. Il pouvait encore se déplacer? Oui, il se déplaçait faiblement parce que en général les trois quarts des cas dans le cadre d'une MPJ récupèrent le membre inférieur. Par contre, la main est plus touchée, les extrémités sont beaucoup plus touchées, quoi. Donc il se déplaçait, on se promenait un petit peu même, et puis on est allé voir sa grande exposition au CNAC. On a le catalogue. CNAC. Très très grande exposition au CNAC. Très très bien faite. Voilà. Et à l'exposition, il a prêté la poupée qui était chez lui. Et il a eu beaucoup d'émotions à la voir dans cette exposition. Et il a été assez ému. Je crois qu'il a même pleuré un petit peu. Il s'est permis de corriger la mèche sur le visage. Parce qu'il n'y en avait qu'une, une poupée. Oui, en principe, c'est celle qui est actuellement à Beaubourg. C'est vrai que physiquement, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'elle ressemble à Unica, quand même. Non? C'est vrai que le côté... Quoique là, ce sont des plumes, là, hein, qu'il a à la place des cheveux. Mais c'est vrai qu'au niveau du visage, il y a une extrême finesse, hein, qui ressemble un tout petit peu, effectivement, à Unica, quoi. Avec quelques années de plus, quoi. On pourrait y voir une ressemblance, oui. Oui. Mais bon, elle a été faite bien avant, quand même, hein. Affaire d'hier, le 1er novembre 64. Je vous écris aujourd'hui pour vous parler un peu de moi. Ce qui me chiffonne, eh bien, comme tout le monde, je voudrais aimer et être aimé, cela va de soi. Ce qui est plus inquiétant, c'est que les conditions d'atteindre ce but un peu très absolu ne sont pas très favorables pour moi en ce moment à cause de mon âge, de ma condition physique et psychique, et encore de mon caractère qui me rend de moins en moins supportable à d'autres personnes, et pas seulement à Unica, qui se prend en état de crise ascendante ou descendante pour un frigidaire, pour être plus bref. Sans une présence féminine ou au moins l'espoir d'en avoir une dans un avenir approché, mon envie de travailler, disons, de dessiner, est inexistante, comme est inexistant pour le moment tout désir sexuel. Quoique je sois bien loin de considérer l'érotisme, je veux dire le délire sexuel réciproque, comme un élément tout à fait prépondérant de cette complexité qu'on appelle l'amour, le fait est que l'érotisme, allant bien souvent jusqu'au scandaleux, prédomine totalement dans mon travail et dans mon envie de travailler. Elle se voyait très indépendante de l'OM dans ce qu'elle faisait. Vous avez en tout cas beaucoup défendu ça, qu'elle était indépendante de lui, enfin indépendante. Mais forcément, elle était d'une telle force en elle-même pour écrire des choses pareilles et vraiment aussi très seule, parce que c'est pas parce qu'on partage l'appartement avec quelqu'un qu'on se voit pas seul, non. Elle avait aucun échange avec d'autres. Elle était de plus en plus repliée. C'était aussi le résultat d'une maladie schizophrénie qui s'est développée de plus en plus. Alors elle restait dans son empire, hein. C'est pas chez Belma qu'elle allait chercher. Et c'est même une chose qui a souvent posé problème à Belma parce elle était plus accessible. Et d'ailleurs, c'était pas facile pour lui non plus quand elle devait aller à l'hôpital, revenir en partie brisée, il fallait la reconstruire. C'était des années très difficiles. On parlait de la solitude d'Unica et c'est aussi une des difficultés de trouver des gens qui peuvent parler d'elle, parce qu'en dehors du fait que ils sont morts, que beaucoup sont morts, très simple. Et sinon beaucoup disent mais voilà, elle était en noir et elle fumait. Voilà, en général c'est ce qu'on dit. Oui, elle fumait sans arrêt. Mais c'était quelqu'un de silencieux. Mais j'ai eu quand même un moment incroyable. Et c'est resté
un moment, une soirée comme un éclair dans notre vie commune qui a duré quand même 7 ans, 6 ans, enfin notre amitié, je veux dire. C'était quand Hans était à l'hôpital, non? Quand il tombait malade. Oui. Et il était toute seule, c'était tout un problème, naturellement. Parce que je dois dire, Unica, à cette époque, était d'ailleurs, sûrement depuis longtemps, pas très capable de s'occuper d'elle-même. C'était un problème, mais pour sortir, c'était tout à coup devenu une chose très facile. Eux qui sortaient une fois par mois ou 2 fois, je pense petit, les sorties, moi je les sortais dîner 1 ou 2 fois. On allait dans un restaurant régulièrement en face de la Nationale, que Hans aimait beaucoup. Mais je les amenais en voiture, c'était toute une histoire parce que ils étaient tous les deux drogués, non? Unica, on la traitait toujours avec la chimie. Et Hans aussi, il avait pas mal de choses à avaler. Donc Hans était avec ça. Après, je n'ose pas me prononcer parce qu'en médecine, tout le monde me corrigera tout de suite. Il était à l'hôpital avec une sévère... hémiplégie. Voilà. Et je vais la voir, plein de peur de la trouver anéantie. Pas du tout. J'ai dit, je vais t'amener dîner, ce qui était d'habitude pas possible. Elle ne laissait pas seule quand même, manger chez eux. Ou bien on sortait ensemble, à 3. Et nous sommes allés à la place de Nation, non? Ils habitaient la rue de la Plaine. Et nous sommes allés dans le voisinage, dans un petit bistrot. Elle était dans une forme. Elle parlait, et elle était très spirituelle, gaie. Comme je l'ai retrouvée encore 1 fois ou 2 dans cet été, le dernier été qu'elle a passé dans sa dernière clinique près de Blois, non, à Chaille, où elle était relativement heureuse et presque guérie. Et donc, c'était quelqu'un de tout à fait ouverte et possible, aimant la vie. C'était la jeunesse aussi qui revenait à ce moment-là. Mais cette vie des 2 personnages qui tous les 2 étaient dans leur rêve de création, menaçant souvent, lourd, difficile, pour chacun à sa manière, ça faisait une accumulation, et ça se sentait quand on venait chez eux. En vérité, c'était une tombe. Quel état, Unica, quand vous l'avez rencontrée, vous? C'était en 69. Donc 70. Elle était certainement en grande difficulté puisque elle était malade elle-même. Et puis je pense qu'il a dû la toucher énormément, c'est que belle-mère était aussi très malade. Donc il était certainement plus aussi disponible. Quand on est soi-même malade et qu'on vit avec quelqu'un qui l'est beaucoup, surtout que belle-mère, il était quand même assez angoissé. Et il était quand même très lucide par rapport à son déficit. Et il avait vraiment l'impression que la vie lui avait joué un mauvais tour. Donc pour Unica, c'était, je pense, assez difficile. Et elle était donc la plupart du temps assise. Ils avaient un canapé noir chez eux. Elle était souvent assise là en train de fumer, cigarette après cigarette, et parlant peu. Donc je pense qu'elle devait avoir des phases de grand silence, de grande souffrance morale, et donc elle ne s'exprimait pas souvent. Mais parfois, elle était, comment dirais-je, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle arrivait à communiquer quand même. Vous nous montrez les lettres? Bon, c'est des lettres d'Unica de juillet 70. Alors, elle avait encore de l'humour. Alors, donc, ma fille est née en 70, et à cette occasion, elle a fait une ordonnance pour Ariane, où elle lui conseille un bon médicament pour la dépression. Nerveuse. Voilà, c'est ça.
entre autres, donc signé par Rabin, le plus joli psychiatre du monde entier. Voilà votre tante, Monica, qui vous adore déjà, avec un cœur en forme de visage. Hein? Voilà. À la fin des séances de rééducation, je le couchais pour qu'il se repose, c'était quand même fatigant, et quelque part pour en même temps lui faire plaisir et en même temps le valoriser, en même temps lui faire prendre conscience du travail qu'il a fait, parce qu'il était encore pas très connu. Et mon rôle, c'était peut-être aussi de souligner que ce qu'il faisait, c'était assez grandiose, et que même s'il n'était pas reconnu au niveau des grandes expositions, je pense que ça aurait dû lui faire plaisir. Alors, il avait une belle bibliothèque, et donc avec des choses qui étaient déjà éditées, et on prenait un catalogue, entre autres les dessins de Noël, là, qui est une édition qui est arrivée justement à la fin des années 60. Et alors on feuilletait, je pense que ça lui permettait de parcourir, de faire un peu la synthèse de ce qu'il avait fait, comme si c'était une grande promenade. Et vous étiez aussi, vous alliez voir des choses, des expositions, et vous reveniez leur raconter? Oui. À partir du moment où il ne sortait pas, il ne pouvait pas sortir. Et bien sûr, j'étais très intéressé par voir ce qui se faisait. Donc, ça commençait par l'exposition au CNAC. Et à partir de cette période-là, il a commencé à voir... il avait déjà, bien sûr, exposé. Unica avait déjà exposé. Mais plusieurs choses sont sorties à partir de ce moment-là. Donc, plusieurs galeries dans Paris, même à Boulogne, à Boulogne-Billancourt, il y avait des galeries qui avaient commencé à exposer davantage de dessins. Et c'était la période des gravures qui avait commencé énormément. D'où beaucoup d'éditions originales où il participait avec ses gravures. Et donc, on commençait à s'intéresser beaucoup donc, à Bellemare. Alors, puisque j'aimais ça, j'y allais. Et en même temps, effectivement, pour l'encourager et de dire qu'enfin, quelque part, la société s'occupe à son œuvre, eh bien, je lui indiquais les expositions qui avaient lieu, quel était le succès, quelle était la documentation. Beaubourg avait sorti aussi des diapositives à l'époque. Donc je lui ramenais des diapositives, je lui ramenais la documentation, et on en parlait. On avait l'impression que, enfin, à la fin de sa vie, il a eu cette récompense, quoi. À partir surtout de l'exposition du CNAC, et donc que sa poupée s'est trouvée, elle était dans un buffet chez lui. Et donc là, le fait que la poupée soit visible enfin, c'est certainement une respiration, et pour sa sculpture, et puis pour lui-même. C'est Fassbinder qui me l'a fait connaître. C'était à Cannes, il avait présenté le film Disper, qui avait déjà un thème de perte d'identification du héros, ou un choix de choisir un autre, d'être vous, ou vous être un autre. Et il était fasciné par ce thème parce que il pensait que dans les limites du possible, il n'y a pas assez d'espace pour vivre pleinement le délire de toutes les choses dont on est capable. Donc,
Lui, il avait dit, c'est l'histoire d'une femme qui, dans sa maladie aussi tragique qu'elle était, qui décrit la phase dont elle est en pleine crise et qui trouve son bonheur. Et ce film dont Fassbinder a tellement rêvé et qui aurait été un nouveau chapitre dans notre collaboration parce qu'il m'avait dit on va faire la chose suivante. On va faire un film dont on sera l'auteur nous deux. On va louer une maison et on va chaque jour écrire des chapitres et après on va les filmer. Je ne sais pas encore comment. On va le trouver ensemble. Et moi j'ai senti comme mon cœur commençait à battre, comme s'il voulait sortir de ma poitrine parce que pour moi c'était la chose que j'ai le plus espérée et en même temps dont j'avais le plus peur. Mais voilà, c'est arrivé et j'ai déjà commencé à me préparer à ce film. Je me suis jamais préparée à un film. Et là, justement, j'ai commencé à faire des dessins, j'ai commencé à faire des anagrammes, j'ai commencé à me mettre dans l'esprit de ça et j'ai commencé à chercher des vêtements. Dans des second-hand, j'ai trouvé pas mal de choses. Et la valise était quasiment faite. Et je reçois ce coup de fil, pas de lui, mais d'un ami de lui qui dit « Rainer ne peut plus faire le film, son ami s'est suicidé, il va faire un film là-dessus. » Et voilà, et j'étais là... avec cette histoire qui voulait être racontée. C'était pour toi, ça. Et ça aussi. C'était À la recherche d'Onika Thurn avec Ruth Henry, Joseph Nozarzewski, Jean-François Rabin et Anna Chigoula. Vacances à Maison Blanche est édité chez Joël Osfeld, L'Homme Jasmin chez Gallimard dans la collection L'Imaginaire, Sombre Printemps chez Écriture et en cassette lu par Anna Chigoula. Les Lettres au Docteur Ferdière sont éditées chez Séguier.
Les textes étaient lus par Hanna Schygulla et Hubertus Biermann. Inge Morgenroth a composé la pièce radiophonique Azur in Noce, contrebasse Joël Léandre. Merci à André S. Labarthe. Équipe de réalisation, Arthur Gerbeau, Simon Deborne, David Benamou, Gaël Gillon, Isabelle Rèbre. Encore un mot de Ruth Henry, arrivé par la poste. J'ai retrouvé un passage d'Onika à propos de son couple, et je l'ai traduit pour vous à la hâte. Dans une lettre, à propos de belle-mère, elle dit « Le nid de la confidentialité et de l'amitié dans lequel nous nous embrassons et nous nous accrochons l'un à l'autre. Être fait pour être ensemble, peureux que nous sommes tous les deux, chacun espérant de l'autre qu'il le soutienne et protège, car la solitude est terrible. »